Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Questions d'actu. Nous essaierons tout au long de nos émissions de traiter des sujets politiques, d'actualité nationale et même internationale qui vous touchent au plus près. Nous nous retrouvons ce soir pour parler de la dernière colonie d'Afrique, je parle bien sûr du Sahara occidental. Un conflit qui dure depuis plus de 40 ans. Depuis 1975, le Sahara occidental, qualifié de territoire non autonome par l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU, est au centre de diverses tensions suite au retrait de l'Espagne. Le Maroc agit comme s'il était souverain sur ce territoire. Le Sahara occidental détient, il faut le savoir, de nombreuses ressources, notamment une façade maritime très poissonneuse, des nappes de pétrole, du phosphate, du manganèse, des mines de fer ainsi que des ressources agricoles. Il représente de grands enjeux économiques en plus des enjeux géopolitiques. Alors jusqu'alors, aucun plan de paix n'a abouti. Le Maroc exige une autonomie élargie au Sahara occidental mais faisant partie de son royaume et sous sa souveraineté, ce qui est totalement exclu par l'ONU et par le Front Polisario qui revendique un référendum pour l'autodétermination des Sahraouis comme prévu par l'ONU en 1991. Comment sortir de l'impasse? C'est autour de cette question que tournera le débat de ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Brahim Zitouni, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Monsieur Mustafa Itmouhou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'information à l'APS, merci d'avoir accepté également notre invitation. Nous avons par Skype avec nous Madame Claude Mangin-Asfari, épouse du détenu politique sahraoui Naama Asfari. Madame Asfari, bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Monsieur Lekhel Malena, ambassadeur de la RASD au Botswana. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, je le disais à l'instant, c'est un conflit qui dure depuis près de 45 ans, messieurs. Aucun plan de paix n'a réellement abouti, alors que le territoire du Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome, la dernière colonie de l'Afrique. Aujourd'hui, pour arriver à ce référendum d'autodétermination, on se retrouve dans une impasse, monsieur Aitmouhoub. En effet, cette impasse dure maintenant depuis presque 29 ans. Depuis l'arrêt des hostilités, l'arrêt en 90 à aujourd'hui, beaucoup de temps perdu. Le Maroc joue justement sur ça et joue sur le statu quo pour maintenir sa position au Sahara occidental. Il y a aussi le cas de la MINURSO qui a été créée justement après le cessez-le-feu, créée justement avec cette mission d'organiser un référendum d'autodétermination qui a été au départ accepté. Un processus accepté par le Maroc, accepté par Hassan II, le défunt roi, et normalement cette mission devait être parachevée dans les années 90 du siècle passé. Mais malheureusement, après la disparition de Hassan II, le Maroc est revenu à ses positions initiales, il tergiverse, il continue à jouer sur le statu quo pour justement maintenir cette colonie sous son occupation. On parle de ce statu quo qui joue aujourd'hui en faveur du Maroc, puisqu'il profite pour gagner un peu, de grignoter un peu du terrain. On va voir qu'il a essayé pas mal de fois d'installer des bases consulaires. Il a essayé d'organiser une manifestation sportive à Laayoune. C'est comme ça que le statu quo aujourd'hui joue en sa faveur? Oui, le statu quo en réalité... L'intérêt à le maintenir? Oui, ça a des bases économiques en réalité. Lorsqu'on se rappelle que l'Espagne, puissance administrative du Sahara occidental, avait mis des années à sortir et n'est sorti qu'en 1976 parce qu'ils ont découvert du phosphate au Sahara occidental et c'est ce qui explique la lenteur du retrait espagnol. Comme c'est ce qui explique la lenteur du retrait des Français lorsqu'ils ont découvert en 1960 du pétrole au Sahara algérien. Et ils ont décidé de traîner la patte et de retarder la décolonisation en Algérie.
Et c'est le peuple algérien qui, en décembre 1960, lorsqu'il est sorti dans les rues, a obligé les Français, à l'Assemblée générale des Nations unies, à déclarer leur neutralité par rapport à la résolution 1541 de l'époque qui posait statut de la décolonisation. Et de mémoire, l'article 1 de cette résolution 1541 dit la chose suivante, qui concerne le peuple sahraoui: toute sujétion par la subjugation ou par la domination ou par l'exploitation étrangère est contraire aux droits de l'homme, est un déni de la Charte des Nations Unies et même une menace pour la paix mondiale et la coopération internationale. Et c'est en s'appuyant sur cette résolution 1541 qui a concerné la question algérienne en 1960 qu'en 1966, les Nations Unies ont déclaré le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser. Vous comprenez là parfaitement que cette résolution 1541 fait partie de l'ADN de la guérilla diplomatique algérienne et qu'on ne voit pas comment on n'aurait pas pu soutenir le Sahara occidental alors qu'il se réclame de cette même résolution. Et si, pour revenir précisément à votre question, les Marocains ne veulent pas se retirer, c'est parce que chaque année, c'est un chiffre d'affaires sur le phosphate de 6 milliards de dollars. Ça représente 20% du commerce extérieur marocain, 3,5% du produit intérieur brut. Ça, je ne parle que du phosphate. Or, vous savez que le phosphate, il n'y a pas de substitut au phosphate. C'est-à-dire, pour avoir une agriculture puissante et assurer la sécurité alimentaire, le phosphate est une matière stratégique parce qu'il n'y a pas de substitut, y compris chimique, au phosphate. Il y va de la complicité également de l'Union européenne qui y trouve également ses intérêts. D'ailleurs, la communauté européenne importe 28% de son phosphate du Maroc. Si on parle maintenant de ce que vous avez mentionné comme les richesses halieutiques, c'est-à-dire le poisson au large des côtes du Sahara occidental, ça représente, tenez-vous bien, entre 75 000 et 100 000 emplois. C'est-à-dire entre le phosphate et le poisson, c'est quasiment l'équivalent des emplois générés par la Sonatrach en Algérie. C'est pour vous dire que l'exploitation des richesses explique en réalité, concrètement, la position marocaine. Et lorsqu'on sait que l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, qui organise l'exploitation du phosphate au Maroc, au Sahara occidental et au Maroc, parce qu'il y a aussi des mines de phosphate au Maroc et non plus au Sahara occidental, ces revenus, une bonne partie en reviennent à la cassette personnelle du roi. Et là, on comprend toutes les difficultés auxquelles font face les militants sahraouis. Alors, on va donner la parole à son Excellence, M. Lekhel Malena, ambassadeur de la race de Botswana. Vous nous recevez, M. Lekhel? Monsieur Lekhel Malena? Alors, pour revenir sur ce statu quo maintenu par le Maroc, aujourd'hui, la question de l'autodétermination reste indéfectible pour le Polisario. Vous pensez aujourd'hui que s'il n'y a pas d'accord de paix, qui n'a pas abouti, c'est le Maroc qui, à travers ses lobbies, aujourd'hui fait pression pour bloquer le processus? Eh bien, il faut bien souligner que la position du peuple sahraoui des Front Polisario a toujours été le simple demande du respect de la loi internationale. On ne parle même pas de ce que les Sahraouis ont vraiment droit à leur indépendance et à faire imposer la volonté du peuple sahraoui à libérer totalement le territoire sahraoui. Le Front Polisario veut que l'ONU, veut que la communauté internationale, qu'elle applique leurs propres lois, la loi internationale qu'ils ont, comme M. Zitouni a souligné, qu'ils ont adoptée, surtout en 1960, pour donner et reconnaître à tout peuple son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller plus loin. Il faut pas aller plus loin. Bien sûr, il y a des intérêts, il y a des pays qui veulent mettre des bâtons dans les roues de la région, pas seulement au Sahara occidental, mais de toute la région.
et pour empêcher les peuples maghrébins de se réunir dans un espace vraiment de coopération, de paix et de développement pour tous les peuples. Alors voilà la vision du peuple sahraoui, du Front Polisario, de la race en général. On veut la paix. On a toujours collaboré avec la communauté internationale pour avoir une solution pacifique. On n'est pas des vétérans ou bien des gens qui veulent mener toute la région dans l'instabilité, mais malheureusement, le Maroc continue à faire obstacle à toutes les solutions, comme vous avez bien dit dans votre introduction. Alors, vous faites bien de mettre le point sur cette manifestation pacifique du Front Polisario pour, comme vous le dites, arriver à juste adhérer à ces règles internationales émises par l'ONU, arriver à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et pourtant, cela n'empêche pas le Maroc de commettre des exactions, de passer par ce qu'on appelle des tortures. On a avec nous Madame Claude Mangin-Asfari. Bonsoir Madame Asfari, vous êtes l'épouse du détenu politique Naama Asfari qui a subi des tortures en tant que détenu politique sahraoui en prison. Vous militez pour la cause sahraoui. Vous tentez vainement de pouvoir lui rendre visite. Vous avez également fait une grève de la faim pour aboutir à ce principe de visite des détenus politiques. Racontez-nous un petit peu par quoi vous êtes passé et par quoi est passé Monsieur Naama Asfari. Mais il est vrai que les Sahraouis ont lancé un grand mouvement de résistance pacifique en 2010 qui a abouti à Laayoune, à côté de Laayoune, à Gdémizik, il y a 10 ans bientôt. Et un certain nombre parmi les leaders ont été arrêtés et torturés, parmi lesquels Naama Asfari. Et c'est là qu'on voit bien comment le Maroc est une puissance coloniale et comment il traite le peuple colonisé du Sahara occidental en torturant et en ne respectant pas le droit international. Par exemple, le droit de visite d'une épouse à son époux. Et c'est pas trop étonnant puisque le Maroc a été très choqué par le fait qu'en portant plainte devant le comité contre la torture de l'ONU à Genève, contre les tortures, en raison des tortures subies par mon mari, nous avons réussi à faire condamner le Maroc par le comité contre la torture, et c'était la première fois que le Maroc était condamné par ce comité. Et donc, depuis, le Maroc n'a de cesse d'essayer de casser ces prisonniers politiques et leurs familles. Et donc, bien malgré qu'il y ait eu 2 procès illégitimes et inéquitables qui ont eu lieu, ils sont toujours condamnés à des peines allant de 20 ans en perpétuité. Et il est clair que la vengeance coloniale s'exerce contre moi et contre mon mari. Et donc, en 2016, au moment où le comité contre la torture a condamné le Maroc, eh bien, j'ai été expulsée la première fois. Donc aujourd'hui, j'ai été expulsée 5 fois. Après la quatrième fois, j'ai décidé de faire une grève de la faim soutenue par tous les militants possibles et imaginables. Ça a fait du bruit en France. Il a fallu que M. Le Drian s'engage pour que je puisse arrêter cette grève de la faim au bout de 30 jours. Et il est vrai que j'ai pu retourner au Maroc en janvier 2019, mais ce n'était pas en raison de la France, mais en raison de la conjoncture politique de l'époque, puisqu'il y avait l'envoyé spécial de l'ONU, M. Horst Köhler, qui avait réussi à mettre autour de la table le Maroc et le Polisario. Et donc, il fallait sans doute qu'à ce moment-là, le Maroc montre un peu ta patte blanche. Mais quand j'ai voulu retourner en juillet 2019 de la même année, j'ai été de nouveau expulsée. Et depuis, le Maroc écrit des choses comme celle-ci. Madame Mangin ne respecte pas la loi marocaine en vigueur, ainsi que les constantes nationales fédératrices. Cette phrase montre bien que ce sont des représailles politiques que l'on me fait subir, c'est-à-dire que cette lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui ne leur convient pas. On m'accuse aussi de mener des campagnes hostiles et de recevoir des financements des parties étrangères pour financer les activistes donc je suis une entrave
à l'ordre public. Donc à moi toute seule et mon mari, eh bien, je suis une entrave à l'ordre public et donc je n'ai pas le droit d'y retourner. Ça va faire maintenant 4 ans que je ne l'ai pas vu en dehors de cette petite visite de janvier 2019. Et quand j'envoie des livres, ils me sont retournés, comme ça s'est passé à Noël 2019. Merci Madame Asfari pour votre témoignage. Justement, on va poursuivre sur un témoignage d'un militant politique sahraoui qui a été détenu dans les geôles marocaines et qui a subi des tortures. On écoute tout de suite son témoignage. Il est installé maintenant à Paris. Il était au micro de Afef Belfouchet. أنا سيدي محمد بلة من مواليد العيون المحتلة. Je m'appelle Mohamed Bella. Je suis né en 1979 dans la ville de l'Ayoun occupée. En 2005, j'ai été appréhendé et considéré comme prisonnier politique, alors que je n'étais qu'étudiant en 2e année universitaire, spécialité histoire-géo. Mon arrestation a eu lieu le 8 août 2005, suite à une enquête sur moi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je faisais partie d'une cellule secrète dans la région. Et depuis cette date, j'ai été torturé physiquement. On a attenté à ma dignité en utilisant des bouteilles en verre, une pratique connue pour torturer les prisonniers politiques. Ils ont même menacé de porter atteinte à ma famille. Il faut savoir que j'ai subi une énorme pression psychologique à cause des tortures qui se pratiquaient sur d'autres personnes qui eux aussi étaient prisonniers politiques et qui étaient à côté. J'entendais leurs cris à partir de ma cellule. La pire torture que j'ai subie était celle où on m'attachait les poignets et les pieds sur une barre suspendue, comme pour rôtir un poulet. Et la durée de condamnation des prisonniers politiques pouvait aller de 9 mois à 20 ans. Après 30 jours passés là-bas, j'ai pu faire entrer une caméra avec la complicité d'un des agents de sécurité corrompus. D'ailleurs, ils pouvaient facilement être achetés. Et ils le sont toujours. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ses prisonniers au Maroc ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ses prisonniers au Maroc ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai eu la chance d'avoir un visa, ce qui m'a permis de quitter la région et aussi de continuer mon combat pour la cause du Sahara occidental en tant que militant sahraoui au-delà du territoire occupé. Ce qui nous a permis de nous constituer en association et organismes en somme en société civile pour faire pression, surtout à partir de la France qui bénéficie du droit de veto. La France a toujours été contre tout ce qui était dans l'intérêt du peuple sahraoui et son autodétermination. Seules les urnes peuvent trancher dans cette situation et permettre au peuple sahraoui de décider de son destin. Et c'est ce qu'on demande depuis longtemps. D'ailleurs, ils sont nombreux à être sacrifiés pour cette cause. Voilà, on assiste donc à une réelle violation des droits de l'homme quand on sait aussi que le rôle de la MINURSO ne veut pas intégrer ce droit à la surveillance des droits de l'homme, une des seules missions onusiennes qui n'intègre pas ce principe. Est-ce que c'est un échec quelque part de l'ONU ? C'est surtout, oui, l'ONU porte une responsabilité, mais je dirais une responsabilité relativement tempérée, parce qu'en réalité, la plus grande responsabilité, c'est le Maroc. Je vous rappelle qu'en 2003, le plan Baker II avait été adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité, que la France, les États-Unis, qui sont les supports traditionnels du Maroc, avaient accepté ce plan Baker II, que la Russie, la Chine et l'Angleterre également, et que malgré ce support de la communauté, de la direction de la communauté internationale, qui avait accepté, entériné le plan Baker II, qui avait été par ailleurs revu
reçu et par aussi bien le Front Polisario et avec l'assentiment des autorités algériennes, eh bien le Maroc l'a refusé. Donc on voit bien que le blocage essentiel, ce n'est pas tellement les Nations Unies, mais c'est bien le Maroc à la base. Pour revenir à la question sur la MINURSO, il est essentiel d'élargir ses missions et ses prérogatives aux droits de l'homme, parce que, comme vient de le souligner le militant de la cause sahraoui que nous venons d'entendre, il y a nécessité de multiplier les nouvelles formes de lutte avec les changements sociétaux qui existent dans le monde. On a vu l'exemple qui a été donné par Madame Aminatou Haïdar, ce courage extraordinaire de défier l'occupant marocain en débarquant à l'aéroport de l'Aïoun sans passeport marocain et en exigeant de rentrer dans son pays. Qui a été très médiatisé. Est-ce que là aussi, ça ne joue pas en faveur de la cause sahraoui? Une histoire qui est très mal connue dans le monde. On en parle très peu. On ne connaît pas le conflit, comment il se passe réellement de l'interne. Et c'est ce qu'on a pu voir avec Aminatou Haïdar. Tout à fait. Ça a même perturbé. Une visibilité. Ça a même perturbé une aile, en particulier l'aile féministe du Parti démocrate américain. Et lorsque des militantes sahraouis de cet acabit, de cette ampleur, montent des tentes en 2010, lorsque des actions de ce type-là sont multipliées, et bien entendu, la cause sahraoui gagne en visibilité. Et le Maroc l'a parfaitement compris. Il y a une chape de plomb qui est posée sur les luttes populaires au Sahara occidental menées par les Sahraouis, et on voit bien que le Maroc fait tout pour que ce front de l'intérieur ne soit pas visible et voudrait figer le front de l'extérieur dans une sorte de stalinisme d'une autre ère, alors qu'en réalité, les luttes populaires sahraouies sont extrêmement vivantes et extrêmement actuelles. Il n'y a qu'à voir les blogs et suivre les blogs des blogueurs indépendantistes sahraouis pour voir qu'ils sont en phase avec la modernité. Et simplement, le Maroc ne laisse aucune visibilité à ces luttes populaires. Il ne faut pas se tromper. Il y a un front à l'intérieur du Sahara occidental qui est extrêmement dynamique et vivace. C'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui, rendre plus visible ce front de l'intérieur? En effet. On a constaté récemment que des actions ponctuelles donnent une grande visibilité à la question sahraoui. L'affaire d'El Gargarat récemment, des citoyens sahraouis qui sont allés manifester contre le Maroc qui ne respecte pas ses engagements envers la question sahraoui. De l'autre côté, on a remarqué aussi que le Maroc, qu'on présente aujourd'hui comme un champion du soft power en Afrique, use justement du lobbying pour maintenir la question sahraoui sous un écran de fumée, c'est-à-dire ne pas rendre visible la question sahraoui. Effectivement, les militants sahraouis qui sont très actifs sur le terrain essayent de porter leur voix à la communauté internationale et de dénoncer les pratiques d'un autre âge de l'occupation marocaine. C'est ce qu'on a vu avec Aminatou Haïdar, cette femme, l'icône vivante du combat sahraoui, qui a été, disons, plus efficace qu'un régime militaire, qui a pu justement donner une visibilité extraordinaire de la question sahraoui. Le cas aussi des prisonniers dans Naama Asfari, qui maintenant est en phase de devenir le doyen des prisonniers politiques sahraouis. Ces prisonniers qui sont passés par des tribunaux militaires et qui sont malmenés, qui sont réprimés, torturés, même torturés d'une manière très atroce. Ces militants aussi sont en train de faire tout pour donner une visibilité à leur cause. Donc je dirais que malgré que les médias mainstream tournent le dos à cette cause, on ne voit pas beaucoup le Sahara occidental dans les télévisions qui dominent, dans les journaux qui dominent, mais malgré ça, la question sahraoui, elle est toujours présente. Je reviendrai maintenant à la question de la MINURSO et le monitoring des droits de l'homme.
Justement, c'est les Américains qui ont proposé que cette mission soit élargie à l'observation des droits de l'homme. C'était Rice, je crois, la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité. Et c'est la France qui a agi, qui a pesé de tout son poids pour ne pas aller dans ce sens. Donc, et maintenir la MINURSO uniquement dans une mission très réduite, celle d'observer le cessez-le-feu. Et incapable d'appliquer et d'aller dans la mission qu'on lui a confiée, celle de... Là, on peine même à envoyer des observateurs, des missions techniques, ce qu'on rappelle depuis Genève. Maître, Son Excellence Lek Al-Malena, aujourd'hui, il y a une réelle volonté de saper le travail de la MINURSO. Dans quel intérêt? Entre parenthèses, j'aimerais vous informer que Mme Aminatou Haïdar, hier a déclaré avec d'autres militants sahraouis depuis la constitution de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Alors, la résistance sahraoui n'a jamais cessé, on n'a jamais baissé les mains. Et on a toujours essayé de venir avec de nouvelles idées pour défendre nos droits par tous les moyens légitimes. On a fait la guerre, on a fait aussi la résistance pacifique dans les territoires occupés, dans les campements et aux diasporas. La MINURSO, malheureusement, est devenue depuis les années 90, carrément, est devenue inerte, incapable d'organiser la mission pour laquelle il a été créé, qui est l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Mais comme on dit vos hôtes, M. Zetouni et Itmeo, c'est pas seulement la responsabilité de l'ONU ou de la MINURSO, après tout. C'est une responsabilité collective de puissances internationales qui font obstacle à la résolution de cette dernière question de décolonisation, notamment la France, mais aussi l'Espagne, qui jusqu'à maintenant ont failli à leurs obligations internationales. Merci, Monsieur Lek Al-Malena. Aujourd'hui, c'est bien de rappeler aujourd'hui ces manœuvres marocaines qui visent aussi à déstabiliser le mouvement de libération du Sahara occidental. Nous allons revenir à Madame Claude Asfari. Madame Asfari, vous voulez rajouter une intervention? Madame Asfari? Oui, j'aimerais vous lire ce que mon mari m'a téléphoné il y a quelque temps. On n'est pas des héros innés, capables d'affronter facilement les conditions dans lesquelles on se trouve, mais c'est la vie et elle sert à ça. J'ai appris à ne pas être vulnérable à l'injustice. Mon ennemi ne sera jamais content, car je ne tombe pas dans ce qu'il cherche, c'est-à-dire à me détruire. Et je le laisserai faire? Non. Moralement, éthiquement, religieusement, le Maroc est condamné. Chaque fois que je pense à mon père, à ma mère, je dois être fière, car j'ai fait condamner le Maroc, et c'est par ton soutien. Je ne laisse personne me priver de cette joie-là. Devant mes frères et leurs enfants, je suis fière de cette condamnation, même si elle me donne cette vie de difficulté. Il faut savoir continuer tout doucement à travailler. Le plus important a été fait, et je suis sûre qu'on se verra hors du Maroc. Et donc, nous attendons toujours l'application du droit international humanitaire de la 4e Convention de Genève, c'est-à-dire le transfert des prisonniers politiques en territoire occupé et non pas dans la puissance occupante. Et c'est grâce au procès de 2017 que nous avons pu montrer au monde entier que le Maroc est bien une puissance occupante. C'était un mot qui n'était pas utilisé pour le Maroc jusque-là. On utilisait le mot puissance occupante, puissance administrante de facto, qui n'existe pas dans le droit international. Donc il est vrai que les prisonniers sahraouis ne sont pas des victimes, ce sont des militants qui permettent de faire avancer la cause
et on n'est pas du tout découragé. On continuera et on vous remercie de nous donner la parole. Merci Madame Asfari, et puis nous vous souhaitons une issue heureuse pour Monsieur Naama Asfari et rétablir ses droits. Aujourd'hui, on parle de détention, d'exaction, nous parlons d'occupants, d'occupation. Cela nous renvoie un peu à ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui le parallèle avec ce qui se passe en Palestine, en Israël? Beaucoup parlent de l'israélisation du Sahara occidental. Sommes-nous dans cette configuration? Alors, il y a des points communs et il y a des points divergents. Pour les points communs, c'est une puissance coloniale qui occupe un territoire qui ne lui appartient pas, ni historiquement, ni légalement du point de vue de la légalité internationale. Nous avons des méthodes d'occupation et de colonisation qui sont tout à fait similaires à ce qui se passe en Palestine. Un grignotage par la stratégie des murs de ce que les Marocains appellent le triangle utile. Ça montre bien que déjà il y a derrière ce vocabulaire une mentalité d'occupant colonial, puisque si la terre est à toi, tout est utile, il n'y a rien qui est inutile. Et puis, ça c'est pour et puis l'exploitation effrénée de toutes les richesses. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Palestine occupée. Et puis il y a les différences. Les différences, c'est que l'internationalisation du conflit au Moyen-Orient est bien plus importante que l'internationalisation du conflit au Sahara occidental. Et pour une raison très simple, c'est que si les États-Unis et la France, plus l'Espagne, ont des intérêts prosaïques, géopolitiques, de contrôle du détroit de Gibraltar, avec une Espagne qui fait une sorte de commerce entre Ceuta et Melilla qui resterait à elle et les territoires occupés par le Maroc du Sahara occidental qui resterait au Maroc, une sorte de deal sur le dos du peuple sahraoui, il y a une sorte un petit peu d'isolement parce que ni la Russie ni la Chine ne sont en directement concernés par un problème sécuritaire qui est un peu excentré par rapport à leurs propres préoccupations géopolitiques. Ce qui n'est pas le cas au Moyen-Orient, où la Russie, voire la Chine, veut aujourd'hui contrôler des routes qui sont des routes pétrolières également. Et donc, il y a une moins grande internationalisation. Et il n'y a pas le face-à-face au Conseil de sécurité entre la Russie et la Chine d'une part et les États-Unis, l'Angleterre et la France d'autre part. Dans le cas palestinien, il est patent, mais dans le cas sahraoui, n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour cela qu'il y a nécessité d'élargir à la question des droits de l'homme les prérogatives de la MINURSO. Et c'est pour ça que monsieur l'ambassadeur Malaïnin Lekhal a parfaitement raison de dire qu'il faut inventer toutes les autres formes de lutte. Je citerai par exemple parmi les formes de lutte innovantes que les Sahraouis ont mis en avant, les poursuites juridiques contre tout ce qui viole ou tout ce qui exploite de façon illégale les richesses du Sahara occidental. Rappelez-vous en 2017, ce bateau sud-africain, le Blossom, si je me rappelle bien de son nom, qui avait été arraisonné à Port Elizabeth en Afrique du Sud, et la cargaison saisie suite à une plainte de la RAST contre ce bateau. C'est ce genre d'action novatrice, imaginative qu'il faut multiplier afin de donner de la visibilité à la cause sahraoui et aussi en multipliant ce type de contentieux, faire pression sur le Maroc et gagner de la visibilité auprès de l'opinion internationale. Je crois que c'est important. Le seul cas où je me rappelle qui ressemble un petit peu à la question sahraoui, c'est la question de la Namibie, puisque vous aviez l'Afrique du Sud qui colonisait la Namibie et qui avait aussi une sorte d'isolement. Mais la Russie a été beaucoup plus impliquée aux côtés de la Namibie des années 60 qu'aujourd'hui la Russie et la Chine par rapport au Sahara occidental. Et c'est pour ça que la question des droits de l'homme est fondamentale, centrale. Il ne faut pas simplement se concentrer sur la question référendum, mais l'élargir aux questions des droits de l'homme pour gagner en visibilité et en puissance de négociation. Alors après une intense médiation qui a ravivé l'espoir de paix au Sahara occidental,
occidentale. Le processus onusien se retrouve une nouvelle fois en 2019 dans l'impasse depuis le départ de l'envoyé spécial Horst Köhler, comme l'avait déclaré tout à l'heure Madame Asfari, qui avait réussi à réunir autour d'une même table et le Maroc et le Polisario. On pensait qu'il y aurait des avancées, pourtant il a fini par démissionner. Il n'y a toujours pas de successeur. Comment expliquer cela ? Je crois que la réponse, elle est dans la lettre d'adieu de Ross adressée à Gutiérrez, lorsqu'il avait dit que le Maroc bloque toute possibilité de négociation. Donc les facteurs de blocage viennent du Maroc. Le Maroc est allé jusqu'à maltraiter l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon après sa visite au Sahara occidental. C'est pour vous dire que tous les envoyés spéciaux, je crois, il y en a 5, qui ont défilé, ont eu, à l'exception de Wallström, qui était pro-marocain carrément, ont eu à découvrir justement les tergiversations du Maroc et ses méthodes sournoises pour bloquer toute possibilité, toute velléité d'aller dans le sens d'une solution à la question sahraoui. Je voudrais aussi rajouter à la question d'israélisation du conflit, je dirais qu'il y a beaucoup d'aspects similaires parce que les meilleurs conseillers justement du Maroc, dans sa colonisation au Maroc, c'est Israël. C'est Israël. Et la seule différence, peut-être à mon sens, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc c'est une force occupante, ce n'est pas une force administrante. Et encore, cette force occupante, on a vu le conflit, par exemple, de l'Irak et le Koweït, quand Saddam Hussein avait occupé le Koweït, c'est une coalition internationale qui s'est formée pour justement libérer le Koweït. C'est le même cas. Sauf que, vous l'avez bien expliqué, professeur Zitouni, dans le cas du Sahara occidental, ça ne présente pas beaucoup pour les puissances sur le plan géopolitique. Mais je crois que maintenant, le Sahara occidental, avec une poche de tension qui est en train de se former sur la Méditerranée orientale, c'est une poche de tension sérieuse, elle risque de dégénérer sur une guerre. On risque aussi d'avoir un cas similaire sur l'Atlantique et au sud de l'Algérie. C'est pour vous dire que aussi, ceux qui ont poussé le Maroc à occuper le Sahara occidental voulaient créer une poche de tension dans cette région. Oui, il y a une instrumentalisation de la question sahraoui. Instrumentalisée, et les visées néocolonialistes des anciennes puissances colonialistes, elles sont toujours là. Et c'est telles justement qui maintiennent le statu quo, c'est telles qui soutiennent le Maroc dans son entêtement par rapport au processus onusien de décolonisation au Sahara occidental. Tout à fait. Alors, monsieur l'ambassadeur, monsieur Malena, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on peut faire aujourd'hui ce parallèle avec la question du Moyen-Orient? Et puis, pour revenir en deuxième partie de la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, en tant que militant de la cause sahraoui, en tant que peuple de la race, vous dites qu'il n'y a pas de solution ni aujourd'hui ni demain sans passer par la consultation du peuple sahraoui, détenteur exclusif du droit de décider du statut final de son pays. Aujourd'hui, vous revendiquez cette position? Absolument, il y a beaucoup de parallèles entre la question sahraoui et palestinienne, bien sûr avec des différences, et toutes les deux relèvent du droit d'un peuple à la liberté et à l'autodétermination. Il faut toujours revenir à ce droit fondamental, bien sûr comme les collègues ont expliqué, avec des différences, mais le principe est le même. Le peuple sahraoui, la solution que le peuple sahraoui voit est toute simple, c'est de recevoir et d'exercer son droit inaliénable à la souveraineté sur son territoire. Il n'y a pas d'autre solution qui peut être juste et durable. Si on veut vraiment, si le Maroc veut, si la France même et l'Espagne
et les autres puissances impliquées d'une façon ou d'une autre dans le conflit du Sahara occidental veulent vraiment voir une région stable, une région qui permet à ce peuple de se développer et de maintenir la paix, pas seulement pour eux, mais aussi pour l'Europe et pour la communauté internationale, il faut respecter le droit de ce petit peuple. Il est petit, mais il est grand par ses droits. On ne peut pas lui substituer ses droits à son pays. Et sans cela, il n'y aura jamais de stabilité dans la région. On l'a vu pendant plus de 45 ans. Le Maroc a tout essayé. Il a essayé tout d'abord d'éliminer le peuple sahraoui, carrément les éliminer. Ça n'a pas marché. Il a essayé d'étouffer notre voix dans des forums internationaux et régionaux. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il essaye d'imposer un fait colonial sur la région, alors qu'il n'a pas la souveraineté, qu'il n'a pas la légitimité, et ça ne va pas marcher aussi. Alors c'est une perte de temps pour le Maroc, pour les Sahraouis et pour toute la région, une perte de temps réel. Et la cause, ce n'est pas les Sahraouis surtout, c'est le régime d'occupation marocaine et ceux qui le soutiennent. Merci. Alors, le conflit du Sahara occidental est un enjeu de stabilité dans la région, comme vient de l'affirmer l'ambassadeur de la race de Botswana. Oui, tout à fait. Et je crois que de ce point de vue-là, on peut être inquiet. On peut être inquiet pour des raisons de politique intérieure marocaine. Premièrement, on voit bien qu'il y a une crispation antidémocratique du trône marocain, que les promesses qui avaient été faites en 2011 d'ouverture démocratique avec un chef de gouvernement qui mènerait une politique qui ne serait pas forcément la politique royale, tout ça, ça a été jeté aux oubliettes, que la réforme de décentralisation qui a été promise aux provinces du Maroc, parce que vous savez que l'identité régionale est extrêmement puissante au Maroc. On voit bien que les Rifins ne l'ont pas vu passer. Et lorsqu'on dénie des droits démocratiques à son propre peuple, comment pourrait-on les accorder au Sahara occidental? Ça, c'est le premier point. Il y a un second facteur, à mon avis, qui est de micropolitique, mais qui est extrêmement important. C'est malheureusement la maladie du roi Mohamed VI, Rabbi Shafih, ala kulli hal. Mais on voit bien qu'il y a une dilution de la concentration du pouvoir au Maroc, que sur des questions aussi importantes que celles du Sahara occidental, c'est des décisions qui sont diluées aussi bien au ministère de l'Intérieur que certains généraux au Maroc, marocains au Sahara occidental, qui exploitent et qui sont derrière l'exploitation de certaines richesses au Sahara occidental. Enfin, il y a une autre fragilité qui est celle d'un jeune prince héritier, Moulay Al-Hassan, et Moulay Al-Rachid, le frère de Sa Majesté le Roi, verrait bien d'un bon œil une transition de la régence, en quelque sorte, pour accompagner le jeune roi, si jamais il devait advenir quelque chose à Mohamed VI. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous sommes dans un couloir où la dilution de la responsabilité, de la souveraineté, est maintenant mise à mal, elle est fragilisée, et cette fragilisation fait que différentes parties au sein du Merzen, les conseillers du roi, chacun veut se présenter comme étant plus royaliste que le roi en quelque sorte, et se présenter en tant que défenseur de l'unité sacrée de la nation, de la comme ils survie disent. du royaume à ce moment-là. Et là, je crois que c'est ce qui explique la fébrilité marocaine actuelle. On l'a vu en 2017 lors du sommet de l'unité africaine de Côte d'Ivoire, où ils se sont comportés comme des enfants, et en insultant des diplomates algériens qui ont gardé un calme et un sang-froid très professionnel. Et je crois que là, il y a une fragilité de l'instance royale qui est inquiétante. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pour ma part, c'est l'explication que je me donne de cette fébrilité, de cet activisme
marocains autour de la question du Sahara occidental, alors que la légalité internationale n'est pas avec eux. Un commentaire, monsieur Aït Mohoub, sur ce qui vient... C'est-à-dire, aujourd'hui, le Maroc essaye par tous les moyens de vendre sa solution par l'autonomie. Je crois que si on veut parler de l'autonomie, il doit commencer d'abord par la région du Rif, qui a proclamé une république dans les années 20 du siècle passé. Donc je ne crois pas trop à cette histoire d'autonomie. Je crois que le Maroc, le plus qu'il puisse donner, c'est une régionalisation élargie, pas plus. Parce qu'une autonomie au Sahara occidental, c'est la balkanisation du Maroc. Et vous avez parlé de régions, d'identité régionale très forte dans le royaume. Et ce qui explique un petit peu sa fragilité. Parce que la fragilité du Maroc aussi explique son agressivité. C'est quand il est très fragile qu'il veut dépasser ses faiblesses en agressant le voisin. On l'a vu en 63, en occupant le Sahara occidental, et c'est pour plus occuper son armée, parce que le roi a toujours peur de cette armée. Il y a eu l'affaire des Skhirat, donc ils ont toujours peur de ces coups d'État. Donc cette fragilité est d'autant plus aujourd'hui plus apparente avec la maladie du roi, la jeunesse de son fils, encore son tempérament, on dit qu'il est un petit peu revêche et agressif, donc qu'on essaye de montrer sous les auspices d'un roi présent. Le palier aussi où il y a des contradictions au sein des conseillers, parmi les conseillers du roi, chacun tire vers lui la couverture. On a le Marzen qui est là, qui veille au grain, qui veut rester omniprésent. Il y a l'armée aussi qui s'impatiente, qui est au Sahara occidental depuis maintenant presque 40 ans. Qui s'impatiente. Tous ces facteurs-là, en plus de la crise économique, à l'ombre du Covid-19, le Maroc maintenant il revient au cycle de l'endettement. Et c'est un endettement lourd. Donc même les notes de la Banque mondiale parlent d'une fragilité de l'économie marocaine qui s'accélère. Donc tous ces éléments-là montrent la faiblesse du Maroc. Et chaque fois on voit que le Maroc est faible, il va vers des solutions d'agression, des solutions violentes. C'est pour ça qu'on dit que la question sahraoui est un facteur de stabilité dans la région. On a vu qu'avec le Polisario, les territoires occupés par le Polisario, on a enregistré pendant plus de 10 ans un seul acte terroriste, c'est l'enlèvement des humanitaires, des camps de réfugiés, vous vous rappelez, par le Mijaou, une organisation aidée et soutenue par le Maroc. Alors, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, on l'a dit sur ce plateau depuis le début de l'émission, hein, le Front Polisario a besoin de gagner en visibilité. Est-ce que c'est sur ce front qu'il faudra se tourner aujourd'hui pour internationaliser la question ? Je suis désolé, j'ai vraiment pas entendu. Oui, je disais qu'aujourd'hui... Il y a un problème de son. Alors, je disais que depuis le début du débat de l'émission, on parle de cette importance pour le Front Polisario de gagner en visibilité. Est-ce que c'est sur ce front-là que vous devez mener un peu votre lutte pour internationaliser la question ? Non, je pense que... Je suis désolé, le son est très mauvais, j'ai complètement pas entendu. On essaiera de revenir à... les dernières interventions. Merci, on essaiera de revenir à vous. Alors aujourd'hui, messieurs, la question que je vous pose, on arrive un peu au terme de ce débat. Il y a eu des avancées, on l'a vu hors Scholar, il y a eu plusieurs émissaires pour gérer le conflit du Sahara occidental, émissaires onusiens. Il y a toujours des blocages finalement, le processus de paix n'arrive pas à aboutir. Aujourd'hui, comment faire avancer les choses? Quelles solutions s'offrent aujourd'hui au peuple sahraoui? Je crois, de mon point de vue, la solution est entre les mains du Conseil de sécurité. Il faudrait que le Conseil de sécurité exerce
toutes ses prérogatives, qu'il pèse de tout son poids pour ramener le Maroc à des positions plus amènes, à respecter justement la légalité internationale, à appliquer les résolutions de l'ONU sur la question sahraoui, c'est celle d'organiser un référendum d'autodétermination. D'autant plus que les Sahraouis eux-mêmes, ils disent que même la solution d'autonomie large peut être posée comme question dans le référendum. C'est-à-dire 3 questions, le rattachement ou l'indépendance ou l'autonomie large. De quoi a peur le Maroc? Pourtant, on vit actuellement un changement démographique au niveau des villes sahraouies occupées. Il y a la présence des colons marocains est plus visible que les Sahraouis eux-mêmes. Et malgré ça, le Maroc ne s'aventure pas sur ce sentier d'un référendum. Il a peur même de ses propres citoyens qui votent contre lui. Donc il faudrait, à mon sens, aller dans ce sens que le Conseil de sécurité, c'est lui qui détient la clé, qu'il pèse de tout son poids pour amener le Maroc à accepter l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ce sera sans compter sur les lobbies marocains qui ont toujours fait pression jusqu'à aujourd'hui pour bloquer tout processus. Oui, ils le font. Oui. Ils ont l'habitude de le faire. Ils payent des lobbies, même ils payent des lobbies pour aller dans le sens de bloquer la question sahraouie. Le rôle de l'Union africaine aujourd'hui se pose accruellement puisque l'Union africaine reconnaît aujourd'hui la République arabe sahraoui démocratique. Elle peut jouer un rôle important dans ce conflit. Oui, en particulier au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies et au niveau de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies où se discutent les questions de décolonisation. L'Afrique du Sud en particulier, le Nigeria, mais aussi le Zimbabwe, la Zambie. C'est quand même de grandes puissances africaines qui reconnaissent aujourd'hui. Tout à fait. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS, fait partie des pays émergents. C'est un allié stratégique de la cause sahraoui. Le Nigeria de la même manière. Mais l'Afrique aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines d'États. Et donc c'est une masse de manœuvres diplomatique extrêmement importante à l'Assemblée générale et je crois qu'il faut être très très attentif à cette question au niveau africain et réellement répondre à l'activisme marocain dans ce domaine. Mais moi je crois à autre chose, si vous voulez, madame. Je crois à l'élargissement des luttes populaires au Sahara occidental. Il y a un front de l'intérieur qu'il faut rendre visible par tous les moyens. On peut imaginer un web tracking des navires qui chargeraient tout type de marchandises sur les ports sahraouis, de la même façon qu'il y a un web tracking des dictateurs dans le monde. On pourrait imaginer un web tracking des bateaux chargeant au niveau des ports du Sahara occidental et la mobilisation juridique d'un tas d'avocats et d'un tas de juristes spécialistes en droit international pour immédiatement en référer les ports de destination et organiser une guérilla qui soit une guérilla diplomatico-juridique s'appuyant sur la légalité internationale, qui est le point fort de la République arabe sahraoui et démocratique, être imaginatif du point de vue des luttes populaires afin de rendre visible et incontournable la cause sahraoui. Je crois qu'il y a un véritable effort à faire dans ce sens-là. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions ce soir. On ne peut pas revenir à monsieur l'ambassadeur de la race de Botswana. On vient de m'annoncer qu'on a perdu le contact. Merci à lui d'avoir répondu également à nos questions, d'avoir accepté notre invitation, également à madame Asfari pour son témoignage. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions d'Actu. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie.